réagissez, témoignez au 01 80 20 39 21, Pascal. Que faut-il faire dans nos banlieues après les émeutes du mois de juin? La première ministre Elisabeth Borne réunit les maires des communes les plus touchées. Elle doit présenter des mesures pour la sécurité des familles, l'autorité parentale. Les auteurs des violences en juin étaient notamment très jeunes, peu diplômés. Nous sommes avec Othman Nasrou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France et ce matin dans le Figaro, vous avez eu des mots qui peuvent étonner parce que vous êtes un républicain des LR et c'est vrai que certains verront dans ces mots un réveil un peu tardif parce que d'autres le disent depuis beaucoup d'années. Vous avez dit, nous n'en sommes plus à la question du simple communautarisme. Désormais, ce repli identitaire se construit en opposition frontale avec des valeurs fondamentales de la culture et de la société française et avec une logique de rejet. C'est ce que j'appelle la désassimilation. Ce n'est plus la France qui se fracture, c'est la France qui disparaît. J'ai envie de dire, c'est ce que disait Éric Zemmour durant sa campagne électorale l'an passé. Pardon de vous dire que moi je n'ai pas attendu Éric Zemmour pour le dire. Je suis engagé depuis des années. On le dit, le tout n'est pas de le dire. Je pense que depuis 10 années, les choses ce mouvement de désassimilation, de déconstruction de tout ce qui fait qu'une société peut tenir, eh bien c'est un mouvement qui s'est accéléré depuis 10 ans à la faveur des gouvernements successifs qui n'ont pas eu le courage, encore moins le courage d'aller au bout et de résister à ce mouvement. Le courage, c'est le diagnostic, monsieur Nasrou. Il n'a pas été posé, vous le savez bien, parce qu'il ne fallait pas dire ce que disait le Rassemblement national, parce que c'était faire le jeu du Rassemblement national. Convenez que la droite républicaine s'est plantée. Elle n'a pas voulu dire les choses qu'elle voyait sur le terrain, parce que les gens, ils voyaient les choses sur le terrain, ils voyaient ce qui se passait, mais ça n'existe pas, ou ça ne voulait pas exister. Et vous êtes d'ailleurs sanctionné très durement, parce qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle a fait moins de 5%. Alors, plusieurs choses. D'abord, je veux vous dire que on est un certain nombre à dire clairement les choses. Et si vous voulez me faire dire qu'à droite, on n'a pas toujours été au bout d'un certain nombre d'idées, qu'on a parfois été en soumission intellectuelle, qu'on n'a pas toujours osé dire les choses, nommer les choses et aller au bout du courage qu'il fallait pour faire en sorte que la situation du pays ne s'aggrave pas davantage, je n'ai aucun problème à le dire. Et c'est pour ça que moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on a un inventaire à faire et qu'on n'a pas toujours tout réussi. Si on avait tout réussi à droite, on ne se détournerait pas de nous. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, et vous me parlez de l'élection présidentielle, pardon de vous dire que nous l'avions dit à l'occasion de l'élection présidentielle, face à un Emmanuel Macron qui nous expliquait que nous étions nous aussi du côté de la droite extrême. Je vous rappelle que c'est comme cela que les termes du débat se sont faits. Qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui nous dit l'inverse de ce qui était répété il y a à peine 18 mois, qui nous expliquait que la double peine c'était injuste, qu'il ne fallait pas reconduire les étrangers en situation irrégulière, qui nous expliquait qu'il n'y avait aucun lien entre immigration et insécurité. C'était pas il y a 10 ans, c'était pas il y a 5 ans, c'était l'année dernière à l'occasion de l'élection présidentielle. Et vous avez aujourd'hui des gens chez les Républicains, je pense à Éric Ciotti, je pense à Bruno Retailleau, je pense à François-Xavier Bellamy, je pense à d'autres qui sont en train de faire ce travail pour avoir une droite qui va au bout, qui relève la tête et qui n'a pas peur de dire les choses. Mais voilà, mais ne nous reprochez pas à nous, à droite, des choses qui relèvent des gouvernements successifs depuis 2012, parce que je vous rappelle que ça fait plus de 15 ans que la droite n'est plus aux responsabilités. Je peux reprocher effectivement à la droite sur ces questions-là de ne pas avoir dit les choses. Bien sûr, on peut lui reprocher. Alors une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? On a le sentiment qu'on a une part de la jeunesse qui ne se reconnaît plus tout simplement dans le mode de vie française. Je ne parle pas de religion, je parle du mode de vie, une forme de tolérance, la culture française, la légèreté, la dérision, l'humour, toutes ces choses-là, c'est un mode de vie que je vois aujourd'hui attaqué par des religions. Et dans ce qui se passe entre aujourd'hui Israël et Gaza, je vois dans les manifestations pro-palestiniennes, je vois ce mode de vie qui est attaqué. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites ? Oui, incontestablement. Je pense qu'on a laissé se déconstruire l'idée que ce pays avait une identité, des valeurs auxquelles il fallait adhérer, parce qu'une société ne peut pas tenir si elle n'a pas des choses qui font le ciment. Et donc, il y a des gens, une partie de notre jeunesse, qui s'est cimentée sur autre chose, à la faveur de l'entrisme identitaire d'un certain nombre d'islamistes qui savent très bien ce qu'ils font, qui ont des agendas politiques, qui ont nourri l'idée que ce pays était un pays fondamentalement raciste, ce qui est faux. Et on a laissé comme ça une contre-culture ou un système de valeurs parallèle s'installer. C'est une réalité qui, effectivement, est vécue comme telle par beaucoup de nos concitoyens. Et la réalité, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que nous soyons armés pour faire face à cette désassimilation. C'est le nom que je donne, mais globalement, à ce repli identitaire qui prend maintenant une autre tournure. Moi, il m'arrive d'entendre, et vraiment, je trouve ça absolument terrible, des gens légitimer les attentats qui ont eu lieu le 7 octobre dernier en Israël,
au nom de la cause palestinienne. Et là aussi, c'est parce qu'on a laissé une extrême gauche, et Jean-Luc Mélenchon l'a reprouvé encore récemment, eh bien tenir des propos d'une rare ambiguïté et en réalité nourrir un clientélisme débridé en disant à des gens ce qu'ils pensaient qu'ils avaient envie d'entendre. Et là, je crois qu'on a laissé s'installer des idéologies très dangereuses. Mais c'est vrai que le combat culturel, il n'a pas été mené à l'école, il n'a pas été mené à l'université, que vous avez aujourd'hui une extrême gauchisation, souvent de l'université bien sûr, parfois de l'école, et que tous ces sujets-là nous inquiètent au premier plan. Lorsque je vois que dans un pays, on ne peut même pas appliquer l'écriture, on ne peut même pas interdire l'écriture inclusive. J'ai vu, miracle, que le Sénat projetait d'interdire l'écriture inclusive en France. Ce que recommandait l'Académie française. Que de lâcheté depuis tant d'années. Le Sénat de droite bien sûr, ça fait des semaines, des mois que nous le disons dans des émissions que nous présentons. Comment est-il possible d'écrire en écriture inclusive en France ? Et à l'université, c'est ce qui se fait matin, midi et soir. Et les élèves qui n'écrivent pas en écriture inclusive sont sanctionnés. Eh bien, le Sénat de droite s'est réveillé aujourd'hui. Écoutez, le Sénat le fait. À la région Île-de-France, on l'a fait déjà il y a maintenant 8 années. On a refusé qu'il y ait de l'écriture inclusive partout. Moi, quand j'ai des amendements de la France insoumise en écriture inclusive, je refuse de les lire ou d'y répondre. Vous avez raison. Mais non, mais bien sûr, vous avez raison, parce que c'est le point de départ ensuite de toute une idéologie qui vient déconstruire l'histoire de France, qui vient déconstruire la culture française. Bien sûr. Et maintenant, il faut qu'on arrête effectivement de baisser la tête. Ça, je suis bien d'accord. Patrice est avec nous, il va pouvoir intervenir. Bonjour Patrice. Bonjour Pascal Pro. Vous allez pouvoir interroger à l'instant Monsieur Nasrou, Othman Nasrou, qui est le vice-président LR de la région Île-de-France. Une pause, à tout de suite. Othman Nasrou, alors les mots sont forts, hein, nous n'en sommes plus à la question du simple communautarisme, dit-il, sur les quartiers. Et puis ce mot le plus fort, c'est ce que j'appelle la désassimilation. Ce n'est plus la France qui se fracture, c'est la France qui disparaît. Et de fait, on ne peut pas nier que c'est pas évidemment dans toute la France, mais dans certains territoires de France, il n'y a plus rien de la culture française. C'est-à-dire qu'on ne s'habille pas comme on s'habillait jadis, on ne mange pas comme on mangeait jadis, on ne prie pas le Dieu que l'on priait jadis, on ne parle pas le français qu'on parlait jadis. Ce que je dis est un fait dans certains quartiers, je ne généralise pas bien sûr, à toute la France. Patrice est avec nous et il voulait intervenir. Bonjour Patrice. Bonjour Pascal Pro, c'est un vrai plaisir de vous parler. Je vous regarde le matin, je vous regarde le soir, et là au moins ce midi j'ai l'occasion de vous parler. Bon. Écoutez, vous savez, j'ai été pendant la campagne de 2007 un adhérent LR. J'étais très content de pouvoir au moins que nos valeurs républicaines, françaises puissent être défendues. Mais qu'est-ce qu'on a eu ? Comme depuis plus de 40 ans aujourd'hui, vous savez, une débâcle totale de tout ce qui nous arrive. La région Île-de-France, écoutez, oui, c'est bien, les LR se battent peut-être pour garder cette région, mais ce que j'en vois, moi je suis chef d'entreprise à côté de Meaux, je suis complètement déçu des dirigeants de la région Île-de-France. Voilà, Mais pourquoi précisément ? Je crois que vous avez eu du matériel de brûlé pendant les émeutes ? Oui, tout à fait. Vous êtes dans quel domaine ? En fait, je suis constructeur de sol sportif, et avec une petite commune à côté de Niort, on devait réaliser un terrain de sport extérieur, un plateau sportif, et effectivement, on nous a tout brûlé, c'est-à-dire les machines, toutes neuves, machines qui venaient d'arriver sur les chantiers, et on nous a tout brûlé, les matières premières, tout ça. Et puis effectivement, la région Île-de-France, je vais en parler vite fait si vous me permettez. La région Île-de-France nous accorde pas d'aide, dans le sens où le chantier n'était pas dans sa région. Alors oui, je comprends qu'on n'était pas dans notre région, mais vous savez, une entreprise, ça se bouge, ça se déplace, ça va travailler partout. Vous voyez, nous on travaille à travers le monde entier. Mais vous n'étiez pas assuré, par exemple, vous avez perdu de l'argent ? On perd 50 000 euros, on a perdu de net, directement, de machines, de matière. On a perdu, on nous a brûlé notre outil de travail, mon cher Pascal. On n'a pas pu travailler, mon personnel a été mis au chômage technique, d'ailleurs qui a eu fort mal à nous payer ce petit remboursement qui représente à peu près 50% des salaires. Combien de personnes dans votre entreprise ? On nous a mis que des bâtons dans les roues. Combien de personnes dans votre entreprise ? Aujourd'hui, 7, malgré tout, on a réussi à rebondir, on essaye de se battre, parce que voilà, les entreprises
sont là pour se battre, pour gagner des marchés, et je me bats pour ça, vous savez, depuis l'âge de 23 ans. Et vous avez des idées peut-être pour contrer ces phénomènes-là et peut-être pour que ces jeunes-là ne recommencent plus? Alors, je ne vais pas les appeler les jeunes, moi. Vous savez, je suis le premier à vouloir aider des jeunes. J'ai moi-même, oui, j'ai une vraie mesure. Vous savez, Pascal, cette mesure date des années 70. Combien de fois vous dites qu'il faut changer de logiciel? Eh bien, changeons de logiciel. Remettons les vraies maisons de correction et non pas les colonies de vacances, ces pseudo-centres fermés qui sont des vrais passoires, où les gens font les murs, où les éducateurs n'ont même pas mot à dire. Vous voyez, moi, Pascal, ça, c'est pour les jeunes de moins de 16 ans qui sont à l'origine, évidemment, des exactions qu'ils ont fait. Alors, peut-être que M. Nasrou peut vous répondre. Et quelles sont les solutions? Parce qu'une fois qu'on a fait le constat, on s'interroge pour ces jeunes-là qui paraissent effectivement très loin des valeurs classiques et de la République, et du travail, et de la France, et qu'on a vu au moment des émeutes. Alors, il y a un problème d'autorité dans ce pays, d'autorité de l'enseignant, d'autorité des parents, et il n'y a pas d'autorité sans sanction. Donc moi, quand on parle, alors maison de correction, moi j'appelle ça les centres éducatifs fermés. Le problème, c'est pas simplement que ces lieux ne fonctionnent pas, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment. Et là aussi, on va voir si cet après-midi, moi je serai présent aux annonces de la Première ministre, il y aura une annonce sur les centres éducatifs fermés. Il y en a une 50aine seulement dans tout le pays. C'est notoirement insuffisant. Et c'est pour ça, monsieur, il ne faut pas se tromper de combat. Vous avez l'État, vous avez la région. Côté région, nous, on a proposé d'en financer en Ile-de-France. Si l'État est d'accord, on est prêt à les payer, tout comme on paye maintenant la rénovation des commissariats de police nationale à la place de l'État, la construction de casernes de gendarmerie. Vous vous rendez compte, les véhicules des policiers, les équipements des polices, c'est la région qui paye parce que l'État n'a plus un sou. Voilà la réalité, parce que cet État est mal géré. Alors, on va marquer une pause, mais vous me direz, est-ce que vous avez chiffré en Ile-de-France le bilan économique des émeutes? Est-ce que c'est chiffrable? Est-ce qu'il y a un chiffre global qui est sorti? Non, il y a un chiffre uniquement national, on peut le transposer à l'Île-de-France, on sera à 400, 500 millions d'euros de dégâts de cet ordre-là. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus qu'en 2005, en très peu de jours. Et donc en réalité, on a eu des émeutes beaucoup plus violentes que ce qu'on a connu en 2005. La pause, à tout de suite. Il dialogue évidemment avec vous, parce que cet après-midi, c'est à quelle heure d'ailleurs, Monsieur Nasrou, les nouvelles de les propositions de Madame Borne, qui réunit les maires des communes les plus touchées, elle doit présenter des mesures pour la sécurité. C'est censé être tout à l'heure à la Sorbonne, à 16h30. 16h30. Donc, voilà, moi, je m'y rendrai pour écouter. J'avoue que je n'en attends pas forcément grand-chose, mais j'espère être agréablement surpris. Bon, nous sommes avec... je crois que nous étions avec Kamel il y a un instant, mais il est parti, Kamel. Il aurait pu nous interroger, bien sûr. Emmanuel Macron avait travaillé sur le chantier de la famille, la place de l'école, l'intégration par l'économie et l'emploi, la régulation des écrans. J'entends tout ça, mais comment vous dire? Je ne veux pas dire que je n'y crois plus, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a aujourd'hui des familles qui sont très loin de ces sujets-là, et je ne vois pas comment on va récupérer ces jeunes gens qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans la vie professionnelle, et je vois également des cités gangrénées par la drogue, j'ai le sentiment que le combat, à la fois il est mené, mais t'enlèves un deal de drogue, un point de drogue, et le lendemain tu le retrouves ailleurs. Donc, sauf à avoir des solutions radicales que personne ne prendra jamais, je ne vois pas comment tous ces problèmes, on va les régler. Il va falloir des solutions radicales parce que la situation est radicale et que de toute façon, la drogue, par exemple, si on n'a pas des solutions radicales, on aura des problèmes encore plus radicaux. La drogue dans les banlieues, dans les quartiers, vous faites comment? Ça passe d'abord par pas céder là aussi à la soumission intellectuelle, parce que moi j'en entends qui veulent légaliser le cannabis. Moi je fais partie de ceux qui s'opposent totalement à la légalisation du cannabis, parce que ceux qui nous font croire qu'on va faire disparaître les trafics... Mais comment vous faites à Marseille, il y a des cités... les gens vendent... je sais bien, mais en Ile-de-France, ça se fait au vu et au su de tout le monde. Vous avez des zones de gens qui ne peuvent même pas rentrer chez eux sans être embêtés. Mais peut-être que si on commençait par appliquer déjà nos lois, parce qu'on a un problème dans ce pays, c'est toujours l'application de la loi. Aujourd'hui, je vous rappelle que les peines de prison de moins d'1 an de prison ferme, donc typiquement le petit délinquant, celui qui fait le guetteur, etc., ce sont des peines qui sont des peines virtuelles. On ne les exécute pas, faute de place de prison. Donc c'est bien de parler
d'autorité, c'est bien de dire que le répressif, ça marche pas, mais ce serait bien d'essayer le répressif. Et d'essayer mais ça, c'est aussi des la plans à répression. 5 ans avant de construire des prisons. Monsieur Macron nous avait promis 15 000 places en 2017. Effectivement, on n'en aura même pas eu 2000. Donc oui, vous avez raison. On a un problème dans ce pays avec ce en même temps maintenant qui a conduit ce pays à une impasse. Je vois pas les solutions. J'ai l'impression que nous parlons des mêmes sujets depuis des années et que rien au fond change parce que les solutions que les solutions que ça demande sont tellement radicales, que par définition personne ne peut les prendre. Mais peut-être est-ce que je me trompe. On termine avec Patrice qui est donc chef d'entreprise, qui a aujourd'hui 7 employés, qui a subi des dégâts importants au moment des émeutes du mois de juin, qui quand même a pu remonter son entreprise. Est-ce que les assurances jouent dans ces cas-là? Vous disiez le matériel qui a été brûlé, j'imagine que vous êtes remboursé par les assurances. Que nenni. Et pourquoi vous n'êtes pas, il n'est pas assuré votre matériel? Rien du tout. Mais pourquoi? Rien du tout. Pourquoi? Parce que les émeutes ne sont pas prévues à l'article, je ne sais plus combien, du Code des assurances, premièrement. Voilà. Et puis, en fait, c'est les racailles. Les émeutes, tant que les racailles feront la loi dans notre pays, mon cher Pascal, eh ben, ça sera comme ça. Non, mais alors, c'est deux choses différentes. Pardonnez-moi, l'assurance, si par exemple ma voiture est endommagée ou brûlée par des personnes qui mettre le feu à cette voiture, je suis remboursé quand même. Mais Pascal, parce que vous souscrivez une assurance incendie. Nous sommes obligés en tant qu'entrepreneurs, surtout un peu dans le BTP, d'avoir ce qu'on appelle des assurances multirisques professionnelles, responsabilité civile et pour certains décennales. Qui nous coûte, il faut savoir que moi, une assurance comme ça me coûte 8 000 € par an. D'accord? Et ils ne remboursent rien parce que les racailles ne sont pas couverts dans ce cas-là. Voilà, tout simplement. La seule façon de faire. Et c'est bien beau que ce gouvernement nous dise oui, on va faire payer les fauteurs de troubles. Ah bon? Avec quel argent? Ils n'en ont pas d'argent. Les parents, encore moins. Il n'y a qu'une seule solution. Il faut taper du poing sur la table. Depuis 41 ans, mon cher Pascal, vous et moi, on entend les mêmes discours et on n'a pas d'acte. Nous n'avons pas d'acte. Je vous dis, moi, la seule façon de faire les choses, c'est d'attraper ces voyous, qu'ils vendent de la drogue ou qu'ils brûlent ou qu'ils fassent quoi que ce soit, on les remet sous les mains des militaires. Vous avez qu'à mettre comme éducateurs des gars de la Légion, vous allez voir comment ça va se maintenir tout ça. J'entends ce que vous dites, mais vous savez bien que c'est pas possible. C'est des solutions, mais c'est des solutions qui n'est pas possible. Vous n'allez pas mettre les gosses que vous prenez dans la Légion étrangère. Moi, j'y suis allé. Regardez, est-ce que j'ai Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas des solutions et c'est bien la difficulté d'ailleurs. Bon, Nasrine, pardonnez-moi, Monsieur Nasrou. Juste, moi, je vous dis qu'on entend toujours les mêmes discours. Je ne suis pas d'accord. On n'entend pas toujours les mêmes discours. On a un échiquier politique où tout le monde ne dit pas la même chose, où la culture de l'excuse est encore très présente, singulièrement au gouvernement. On me dit que Emmanuel Macron j'ai l'impression quand même que certains se sont dessillés ces derniers mois. Quand j'entends Alain Juppé interroger l'islam, de savoir si c'est compatible avec la République, j'ai failli me pincer quand même. Oui, mais simplement, là, on parle depuis tout à l'heure d'autorité. Je vous rappelle que... L'identité heureuse. Et il était chez vous, si j'ose dire, monsieur Juppé. Oui, d'accord. Il a changé manifestement d'avis là-dessus. Si vous voulez que les paroles se traduisent en actes, c'est du côté du gouvernement qu'il faut regarder. Je veux juste vous rappeler qu'on avait monsieur Pap Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale. C'était pas il y a 10 ans, c'était pas il y a 5 ans, c'était il y a quelques mois. Qu'il refusait d'interdire les abayas parce qu'il considérait que ce n'était pas son rôle de mesurer la longueur des robes. Et qu'il était le chantre du wokisme à la tête de l'Éducation nationale, dont on voit à la faveur de ces émeutes qu'elle s'est totalement effondré s'il y avait besoin encore de le constater. Et donc je veux juste dire à votre auditeur, on ne dit pas tous la même chose. Donc il y a aussi des élus qui essayent de faire passer ces idées-là, qui ne sont pas aux responsabilités aujourd'hui, qui assument de dire les choses qui ne sont pas dans la soumission intellectuelle. Mais le chantier aujourd'hui est tellement important. Dans tous les domaines, domaine de l'état d'esprit, domaine de l'école, domaine de l'économie, domaine de la justice, domaine du régalien, domaine de l'administratif, parce que la grande réforme aussi, c'est la réforme de l'État, où il y a sans doute trop de fonctionnaires, trop de fonctions publiques. L'AP-HP, souvent je cite cet exemple, il y a 40% de fonctionnaires à l'AP-HP, qui est le premier employeur de l'Île-de-France. 40% des gens qui n'ont pas vu un malade, qui ne sont que là pour faire de l'administration. Tout ça n'a pas de sens. Eh bien, le chantier est tellement important et cette réforme de l'État à faire que personne ne fait, puisque même le président Macron dit en privé qu'il n'y arrive pas. Il faudrait qu'il essaye. Le problème, c'est aussi la volonté politique. C'est pas tout de... Vous avez lu le livre de Jean-Pierre Jouyet ?
Alors oui, Fascinant. j'ai lu le livre de J'ai Jean-Pierre Jouy, reçu l'autre avec le jour recul Jean-Pierre qu'il a sur sa Jouyet. propre expérience. Il dit qu'en fait, les administratifs, tout est bloqué par l'administration. Vous prenez une décision par le politique et vous avez tous les directeurs de centrale ou les directeurs d'administration qui bloquent la possibilité d'adapter la Pascal, décision qui a été prise. Bon, quand chez les Républicains, on parle de débureaucratisation, quand on parlait encore même de supprimer des postes administratifs à l'hôpital, on a 30% de plus d'administratifs que dans un hôpital français que dans un hôpital allemand à l'occasion des élections présidentielles. Vous vous souvenez du président de la République qui nous expliquait qu'on n'était pas là pour jouer au domino ? Vous vous souvenez que personne d'ailleurs à l'époque n'a voulu entendre ce discours-là. Par exemple, il y a moins d'administratifs. Mais bien sûr, nous supprimons 50 postes au siège de la région tous les ans que nous remettons sur le terrain, dans les lycées, parce que là par contre il y a des besoins. Parfois, il y a un indicateur qui m'amuse toujours, c'est le nombre de personnes qui travaillent à la communication dans une collectivité locale. Vous savez, à la région Île-de-France, combien de personnes travaillent à la communication ? Alors, j'ai pas le nombre, mais je peux vous dire que je suis élu d'une agglomération qui a été à gauche pendant 42 ans. Quand on est arrivé, il y avait 42 personnes à la communication de cette agglomération. Donc, évidemment, on les a au moins divisés par 2, si ce n'est plus, parce que c'est totalement déraisonnable. Bien sûr, ça n'a pas de sens. Il est 12h40. Que nous dit-on en régie ? C'est vous... DJ Fab. Eh bien, on va dire au revoir à notre invité. On dit au revoir à monsieur. Oui, et puis faire une page de c'était pub. un plaisir, monsieur Nasrou. Merci de votre invitation. Écoutez, bravo. Moi, je pense, vous êtes jeune, vous avez 36 ans. Le temps passe vite, mais oui. Oui, 36 ans. mais j'ai l'impression qu'une nouvelle génération, je pense à Gabriel Attal, je pense à Jordan Bardella, je pense à Gérald Darmanin, qui est un tout petit peu plus vieux que vous. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'un langage d'authenticité, de sincérité va être payant ces prochains mois, voyez-vous, et que les gens, au-delà des mots d'ailleurs, ont envie d'actes forts et de sincérité. Écoutez, je l'espère pour le pays. Merci d'avoir été avec nous.